Dans le cadre des élections législatives 2022, pardon, nous accueillons Madame Marie-Joëlle Guillaume, candidate sur la seconde circonscription pour Reconquête. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Marie-Joëlle Guillaume et en fait, je me présente dans la deuxième circonscription de la Nièvre parce que j'y habite. J'habite Vandenesse, donc dans le sud nivernais. Je suis candidate de VIA, l'ex-parti chrétien-démocrate, pour lequel j'avais déjà fait une campagne en 2012 d'ailleurs. Et j'ai été investie maintenant, là pour les élections de juin, par Reconquête, dans le cadre d'une union qui rassemble aussi autour d'Éric Zemmour le Centre national des indépendants et paysans, le CNIP, et le mouvement conservateur. Alors, je peux ajouter une présentation plus personnelle. Je suis agrégée de lettres classiques, mariée, mère de 4 enfants. Alors, j'ai été successivement professeure, journaliste et chargée de mission dans un grand groupe d'édition. Aujourd'hui, et depuis en gros une petite vingtaine d'années, je suis historienne et écrivain. J'ai d'ailleurs un livre qui est sorti encore chez le grand éditeur d'histoire que sont les éditions Perrin à Paris. J'ai un livre qui est sorti au mois d'avril dernier sous le titre Le grand siècle au féminin. C'est une série de portraits de grandes dames du XVIIe siècle qui est ma période historique favorite. C'est le règne de Louis XIII, la régence d'Anne d'Autriche et le règne de Louis XIV, évidemment. Donc, voilà. Pour ce qui est de ma présentation plus professionnelle, alors je signale qu'en 2006, mon mari et moi avons choisi de quitter Paris pour nous installer dans notre maison de campagne du sud nivernais. Alors j'ai perdu mon mari en 2011, mais après sa mort, j'ai décidé de rester là parce que je suis heureuse dans la Nièvre. Alors j'aime bien dire que je suis une nivernaise d'adoption, mais que c'est une adoption plénière. Voilà. Voilà pour ma première petite présentation. Mes convictions personnelles sont celles d'une droite sociale et enracinée. En fait, je me présente dans le cadre d'une union des droites et des patriotes, je viens d'en parler, et ça me paraît important d'être une candidate d'union parce qu'il s'agit, c'est clair dans mon cas, de tenter d'exercer un contre-pouvoir efficace par rapport à la politique d'Emmanuel Macron, et j'y reviendrai. Donc je pense que pour parvenir à cela, il faut se rassembler. Alors je me suis portée dans le cadre de l'union autour de Reconquête parce que j'avoue que avant le premier tour de l'élection présidentielle, j'ai vu dans la candidature d'Éric Zemmour une chance inespérée à partir de son diagnostic déjà, celle de faire prendre conscience à notre pays du fait qu'il se trouve devant un choix vital, ou bien laisser mourir sa civilisation et remplacer son peuple, j'y reviendrai, ou se lever pour reconquérir sa liberté, sa force et son rayonnement. Bien sûr, il a eu un score décevant par rapport à ce qui pouvait être espéré à l'élection d'avril, mais je pense que ça n'arrêtera pas son élan et en tout cas, ça ne doit pas arrêter la volonté de résistance et de reconstruction de beaucoup de nos compatriotes. Et j'aime la France, moi je refuse de l'abandonner 5 ans de plus sans contre-pouvoir à Emmanuel Macron, qui ne nous protège en rien de la violence, de la pauvreté, des désastres humains d'une immigration massive. Parce que c'est pas l'immigration en tant que telle, c'est le fait que comme elle est incontrôlée et comme finalement aucun effort n'est fait pour une véritable assimilation de ceux qui viennent, eh bien il y a des drames humains et c'est absolument désolant pour la dignité des personnes qui rejoignent la France en tout premier lieu. Par ailleurs, le progressisme destructeur d'Emmanuel Macron accélère la déshumanisation de notre pays. Puis par ailleurs, je ne veux pas non plus subir sans réagir le danger supplémentaire que représente à mes yeux Jean-Luc Mélenchon, qui méprise quand même le peuple français historique, dont les attaques indignes contre les forces de l'ordre me paraissent extrêmement délétères pour la
pour la paix sociale dans notre pays, et il y a évidemment aussi sa fuite dans l'islamo-gauchisme. Et là, moi, je veux poser les bases d'une espérance politique pour la France. Donc, si je m'attache plus particulièrement à préciser ce qu'est le sens de ma candidature, je dirais que pour moi, la France doit relever 3 défis. Je vais y venir. Et ensuite, je propose à mes électeurs, comme législateur futur à l'Assemblée nationale, 3 priorités personnelles, et j'y viendrai aussi. Alors, les 3 défis, j'en ai déjà dit un mot, c'est d'abord un défi de civilisation. On est quand même face, à travers l'immigration massive, à un défi de la part de l'islamisme conquérant. Les musulmans, en tant que tels, sont nos frères. Je suis chrétienne, pour moi, nous sommes tous frères, et particulièrement des gens qui sont très fidèles à leur propre religion, à leur foi. Je respecte infiniment cela. Mais c'est pas devant ça que nous sommes. L'islam n'est pas seulement une religion, et je crois qu'on fait beaucoup de confusion à cet égard. C'est une civilisation, et ce n'est pas la nôtre. Et on peut permettre à la femme que je suis de remarquer en particulier tout le problème que pose l'islam politique par rapport à la situation de la femme. Je parlais au début de mon intervention de ma passion pour le XVIIe siècle, qui est le grand siècle de la conversation, qui est un siècle où les femmes ont rempli un rôle civilisateur très important, et ça fait partie de notre héritage. Et notre héritage s'enracine beaucoup plus loin, dans la courtoisie au Moyen-Âge. Ce sont les femmes qui ont civilisé les hommes. Les chevaliers de l'époque étaient un peu rustres, et c'est tout de même dans les cours où les châtelaines pouvaient faire chanter les ménestrels, les troubadours, etc., que l'on a affiné et le langage et la manière de se comporter. Donc l'héritage historique de la France plonge ses racines très loin, et il est très riche. Et il y a un vrai respect de la femme dans notre tradition. Et c'est si vrai que la littérature française est peut-être, et c'est pour ça, je vais y revenir à propos de l'école, et c'est pour ça que c'est si important de transmettre notre héritage culturel, la littérature française est un antidote aux violences faites aux femmes. Car que ce soit par nos poètes, nos grands écrivains, il y a un hommage à la femme qui représente l'excellence de la civilisation française. C'est cela qui est attaqué par l'islamisme conquérant, qui veut voiler les femmes, leur interdire des espaces publics, les considérer comme des inférieures. Et il y a, je voudrais attirer l'attention des électeurs potentiels, il y a actuellement une offensive très forte du fait de la lâcheté de nos élites, de nos lois et de notre volonté de résister. Donc ça, c'est un des points, défi de civilisation avec cet islamisme conquérant, qui me paraît très important, parce que ce ne sera plus la France le jour où le burkini dans les piscines et toutes ces choses, de même à Kaby, auront gagné droit de cité. Nous ne serons plus dans notre civilisation propre. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Dans le défi de civilisation, il y a un deuxième point, qui est la folie de l'idéologie woke. Cette idéologie qui veut détruire notre histoire, mais qui veut aussi déconstruire les relations profondes entre l'homme et la femme. On a vu la manifestation à Nevers des fiertés, où on part dans la promotion du transgenre. Tout ça est épouvantable, et je veux absolument lutter contre répondre à ce nouveau défi de civilisation qui veut détruire finalement ce que nous sommes. Et puis, troisième élément dans le défi de civilisation, l'explosion de la violence qui détruit notre cohésion sociale. Alors, vous savez, il y a 1800 agressions et 120 attaques au couteau par jour en France. Bon. Mais sans aller plus loin que samedi dernier, ce qui s'est passé au Stade de France est une illustration de l'utopie du vivre ensemble tant que l'autorité de l'État ne sera pas restaurée partout. Et l'incapacité du gouvernement à prévenir les troubles à l'ordre public laisse craindre une incapacité totale à gérer le pays. Donc moi, c'est la réponse à ce défi, c'est vraiment de restaurer l'autorité de l'État et dans ses fonctions régaliennes, police, justice, au service de l'unité de la France et de son art de vivre.
Le deuxième défi, c'est le défi bioéthique. En France, aujourd'hui, la dignité humaine est en danger. J'en disais déjà un mot, mais la PMA sans père, l'avortement jusqu'à 14 semaines, on écrase la tête du fœtus, il faut quand même le savoir, ont été votés. L'euthanasie est annoncée comme l'un des premiers chantiers du quinquennat et la GPA se profile. Alors le progressisme destructeur du président de la République accélère la déshumanisation de notre pays et je veux y résister. Et je précise qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on aurait un auxiliaire tout à fait efficace pour le moins bon qui soit à côté du président de la République. Troisième défi, la souveraineté de la France. À la faveur du Covid, l'Union européenne a usurpé des prérogatives. Emmanuel Macron veut maintenant qu'on vote à la majorité des États membres et non plus à l'unanimité sur les sujets essentiels, au risque pour la France de sacrifier ses intérêts vitaux. Alors moi, je veux travailler à l'évolution inverse, vers une Europe des nations où notre pays retrouve la maîtrise de son destin et son rôle mondial de puissance d'équilibre. Ce n'est pas n'importe qui, la France. Vous savez qu'au moment de la libération de Paris, en 1944, il y a des gens qui ont pleuré de joie à l'autre bout de la planète. Et ça, c'est très particulier à notre pays. Nous ne pouvons pas nous fondre dans une espèce de magma où nous ne serions plus nous-mêmes. Alors, comme législateur à l'Assemblée nationale, je l'annonçais tout à l'heure, j'aurai 3 priorités. D'abord, la renaissance économique et sociale de nos campagnes, car j'ai la conviction que c'est de leur authenticité humaine que peut venir le redressement de notre pays. Et la France a besoin de la prospérité de ses terroirs pour se redresser. Alors, il s'agit de faire de la ruralité le point d'appui d'une renaissance économique et sociale, réorienter vers nos campagnes les fonds publics destinés à la politique de la ville. Ça, c'est un renversement de perspective, mais il le faut, et Éric Zemmour l'avait dit dès avant le premier tour. Donner un nouveau souffle à notre agriculture, soutenir l'implantation de PME innovantes dans nos petites villes et nos villages. Alors, il y en a qui sont déjà implantés et c'est magnifique, il faut pouvoir soutenir ce genre de mouvement. Vous savez comme moi, le rachat tout récent de la Société du Creusot, le pavé bourguignon, par Fernand Dussert à Arleuf. Bon, j'aime énormément les productions de Fernand Dussert, je me régale de leurs saucissons. Et ben voilà que Arnaud Sabatier est quand même charcutier dijonnais de 5e génération. Donc, nous avons dans nos terroirs, et singulièrement en Morvan, la possibilité de juger de ce que peut donner une entreprise familiale qui est dynamique et qui veut faire vivre son environnement. Eh bien, il faut qu'il y en ait beaucoup qui puissent continuer à vivre, mais surtout qui s'implantent. Et l'essentiel, c'est de travailler là où l'on aime vivre. Alors, il faut aussi lutter contre nos déserts médicaux, bien sûr, accélérer la couverture numérique des zones rurales et retrouver dans l'ensemble, de toute façon, des services publics de proximité, pas seulement pour la santé. Et puis, et ça c'est très important, nous avons un département magnifique, je l'arpente en voiture, bien sûr depuis longtemps, mais en plus dans le cadre de cette campagne, magnifiquement boisé, enfin c'est un département superbe. Il faut préserver nos paysages des éoliennes. Je lutte déjà dans une association locale dans le sud nivernais depuis plusieurs années pour préserver nos paysages des éoliennes. Il faut les interdire. Toute éolienne est un scandale écologique dès le stade de sa fabrication. Quand j'aurai le temps, et si j'avais le temps, je pourrais l'expliquer. Et puis je voudrais sanctuariser la chasse et la pêche, car les chasseurs et les pêcheurs sont en réalité les premiers et les vrais écologistes, parce qu'ils ont le sens de la nature et que ça va de pair avec l'exercice même de leur passion. Deuxième priorité, la reconquête de l'excellence à l'école. Alors ça, c'est un thème qui m'est très cher, parce que c'est par la transmission exigeante des savoirs que l'on donne à chacun sa chance. C'est pas en transformant les professeurs contre leur gré en gentils organisateurs, d'autant qu'en plus, avec la violence qui arrive à l'intérieur de l'école, qui n'est plus un sanctuaire, et c'est tragique, eh bien, on ne peut même pas être un gentil organisateur. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment faire en sorte
que l'école, à nouveau, enseigne solidement la langue française, l'histoire de France, les mathématiques. Il faut mettre un terme au collège unique pour permettre une comment dire, une promotion des enfants selon leurs capacités, leur niveau, en s'adaptant à eux pour les faire monter vers le haut. Rétablir l'autorité du professeur et interdire toute propagande idéologique à l'école. Je vise très singulièrement les lobbies LGBT et plus. Et je précise que c'est l'école qui permet l'assimilation. L'assimilation, ce n'est pas un gros mot. À la différence des pays anglo-saxons qui sont communautaristes et qui ont eu véritablement un problème, notamment les États-Unis, de racisme structurel, la France, c'est pas ça. La France a coutume, depuis des siècles, de proposer sa culture à ceux qui viennent chez elle. Et l'école peut permettre aux enfants d'aimer la France, en particulier si on les ouvre à notre belle littérature française. Enfin, je soutiendrai la famille et défendrai les plus fragiles. La famille est le premier socle de solidarité et de liberté. Je veux lutter contre sa déstructuration, mettre en œuvre une politique globale en sa faveur par l'encouragement à la natalité. Éric Zemmour a parlé d'une prime de 10 000 euros pour toute famille, pour toute naissance ayant lieu à la campagne, de gens qui veulent s'y enraciner. C'est une très bonne idée. Mais on peut trouver encore d'autres choses. Permettre le retour à des allocations familiales sans condition de ressources, car c'est autre chose que la redistribution sociale. C'est vraiment l'aide aux familles en tant qu'elles accueillent des enfants. L'exonération de 95% des familles françaises de droits de donation et de succession. Et puis je veux rendre à nos aînés, nous en avons tellement sur nos terroirs, des conditions de vie honorables, développer les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est l'accompagnement vers la mort dans la dignité et la fraternité, le contact humain, le lien humain de tous ceux qui arrivent vers leurs derniers jours, comme nous arriverons chacun d'entre nous. Les soins palliatifs permettent de soulager les souffrances et en même temps de rester lucide et de voir arriver la mort pour ce qu'elle est, très grand moment. Et puis veiller au bien-être des personnes en situation de handicap. Si vous voulez, à l'intérieur de l'engagement pour Reconquête et dans la ligne d'Éric Zemmour, le caractère particulier de mon engagement à VIA, ex-parti chrétien-démocrate, c'est particulièrement le soutien aux plus fragiles. Et à la famille, bien sûr, et à cette école qui permet la promotion de tous. Donc, si vous voulez, je veux, au bout du compte, poser les bases d'une espérance politique pour la France. Alors, je voudrais préciser aussi que vous pouvez vous dire, oh, mais après tout, Reconquête n'aura peut-être pas un groupe important à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas des votes utiles pour d'autres choses? D'abord, je précise qu'en ce qui concerne les questions bioéthiques et familiales, je suis la seule parmi les candidats de notre circonscription à aller vraiment dans ce sens. Le député sortant Patrice Perrot a voté la PMA sans père. Il s'est abstenu pour l'avortement jusqu'à 14 semaines. Quant à mes autres concurrents, nous pouvons trouver des points communs avec des concurrents de droite sur des points plus économiques ou plus sociaux sans large, sur les sujets sociétaux. Je suis absolument la seule à attacher du prix à la famille et aux questions de bioéthique qui nous touchent. Et je veux préciser qu'étant donné le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, qui consiste à être auteur, le cas échéant, il peut l'être tout seul, il cherche évidemment des soutiens très larges autour de lui pour signer une proposition de loi, mais il y a la possibilité de présenter une proposition de loi. Il y a aussi tout le travail d'amendement, et un député qui travaille à l'Assemblée nationale et qui en plus cherche à convaincre, peut avoir beaucoup de gens autour de lui pour soutenir des amendements essentiels. Il est évident que dans le domaine de la bioéthique et de la famille dont je vous ai parlé, le gouvernement va dans le mauvais sens. Et s'il est conforté par un groupe, qui ne sera pas majoritaire, mais qui serait important du côté de la France insoumise, ça ira encore plus dans le mauvais sens. Madame Marie-Joëlle Guillaume, il vous reste 1 minute, un mot de conclusion. Entendu.
Donc, il y a la possibilité, même pour un député unique, et je ne serai pas unique, de pouvoir travailler à porter vos convictions. Le vote utile, c'est pour ses convictions. Alors, je vous invite de toutes mes forces, en sachant que je travaillerai pour voter pour Marie-Joëlle Guillaume à l'élection législative de juin. Merci de votre écoute et à bientôt.